Bonjour, je suis Sankou, coordinateur du dispositif ACT, l'accueil des collégiens temporairement exclus sur Aulnay-sous-Bois. Bienvenue dans Vox Éduc, l'émission qui donne la parole aux professionnels de l'éducation. Mais avant, générique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui nous est cher, à savoir le lien aux parents. Avant de commencer, je vais laisser nos invités se présenter, invités qui sont tous conseillers principaux d'éducation, CPE. Alors bonjour, je m'appelle Lydie, je suis responsable de vie scolaire au Protectorat Saint-Joseph, alors si vous préférez CPE, et je suis dans cet établissement depuis maintenant 3 ans. Bonjour, je m'appelle Elodie, je suis CPE depuis 3 ans et je viens de l'Académie d'Aix-Marseille. Bonjour, moi c'est Martin, je suis CPE depuis 4 ans, 3 ans ici à Aulnay et je viens de l'Académie de Rennes. Et on a tous été mutés dans le 93. D'accord. Merci. On va commencer l'émission avec une première partie qui va concerner le métier de CPE. Et pour commencer, la première question, comment est-ce qu'on devient CPE ? Pour devenir CPE, en fait, il faut un niveau de master et ensuite on passe un concours de l'éducation nationale et du coup c'est le CAF CPE. D'accord. Il y a une possibilité aussi de passer ce qu'on appelle le concours interne. Si pendant 3 ans minimum on a été personnel de l'éducation nationale, on peut, avec un niveau licence cette fois-ci, passer à un autre concours réservé au personnel de l'éducation nationale pour accéder à ce métier. Et ça, c'est quand on veut bosser dans le public. Et pour la partie privée, du coup ? Pour la partie privée, effectivement, on peut accéder à un poste de responsable de vie scolaire ou coordinateur de vie scolaire en passant par une formation qualifiante et puis en justifiant aussi l'année d'expérience dans l'éducation. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé de devenir CPE ? Moi, ça n'a pas toujours été le cas. Au début, quand je suis sortie du lycée, je savais pas vraiment ce que je voulais faire et c'est en fait de fil en aiguille, en passant plusieurs diplômes. À la base, moi, j'ai un diplôme d'état travailleur social. Quand j'ai commencé mes études supérieures, j'ai eu l'occasion de bosser en tant qu'assistant d'éducation et du coup de découvrir le boulot de CPE. J'ai dit let's go, on y va. Ok. On peut parler de vocation peut-être pour... Ouais, moi de mon côté, j'ai toujours été attiré par tout ce qui était l'éducation, le travail avec les jeunes, et d'abord plutôt d'un côté bénévole dans le sport. Moi j'ai un parcours de formation qui était tout autre, je travaillais dans l'industrie avant, et ça me plaisait plus, et j'avais envie de revenir à ce que je préférais. J'ai pris un travail d'assistant d'éducation pendant 2 ans, et j'ai préparé le concours pendant 2 ans, et voilà, me voilà maintenant dans le métier. Et en ce qui me concerne, moi j'ai toujours voulu travailler avec les enfants, les adolescents, parce que je suis issue d'une famille où ma maman était famille d'accueil pour les enfants de l'aide sociale à l'enfance. J'ai eu la chance, en faisant mes études, d'être assistante d'éducation dans un établissement, pour gagner un petit peu de sous. Et en fait, j'ai adhéré tout de suite à ce travail. J'ai pas pris comme un job étudiant, j'ai toujours voulu travailler dans ce domaine. Et après 15 années dans l'éducation, je me suis lancée en tant que CPE. D'accord. Voilà. Et à vous entendre, est-ce qu'on peut parler de choix de métier par défaut ? Je pense pas que ça puisse être par défaut. Enfin, déjà, de base, le concours pour le réussir, moi par exemple, j'ai mis 3 ans à l'avoir. C'est pas l'un des concours les plus simples de l'éducation nationale. Et puis après, le quotidien qu'on vit, si on le fait par défaut, on s'en sort pas, quoi. Ouais, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement, et je pense qu'il faut vraiment y aller avec le cœur parce que c'est pas facile. Donc faut vraiment y aller avec le cœur, sinon je pense que c'est trop fatigant, quoi. Je suis entièrement d'accord. Ouais. Ça fait partie de nous, en fait. Il faut que ça fasse partie de nous, sinon on ne peut pas travailler dans ce domaine. D'accord. En fait, on défend des choses au quotidien et si on ne croit pas en ce qu'on défend et si on fait ça juste pour en la fin avoir notre salaire, ça ne fonctionne pas, quoi. D'accord. Et pour nourrir un peu ma curiosité, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos missions de CPE ? Alors, on a une circulaire de mission qui définit nos 3 missions. Alors, très rapidement, une première qui s'occupe de l'éducatif et de la pédagogie dans l'établissement, de construire, un parcours commun pour tous les élèves. La deuxième partie, ça va être le suivi des élèves, où là, on s'occupe, en lien avec tous les autres personnels de l'établissement, de suivre les élèves, de les accompagner dans leur parcours pédagogique, mais aussi dans leur parcours personnel, dans leurs difficultés. Et enfin, la troisième partie, c'est d'organiser la vie des élèves dans l'établissement,
c'est-à-dire quand ils ne sont pas avec un professeur, donc quand ils arrivent au collège le matin, ou quand c'est la cantine le midi, ou quand ils ont des heures de trou, des heures de permanence, on s'occupe d'eux, on s'occupe d'organiser leur vie dans l'établissement, et pour ça on encadre du coup une équipe d'assistants d'éducation qui nous aident dans ces missions-là. En fait, la vie scolaire, elle prend en charge les élèves à partir du moment où ils sont plus avec un professeur. Donc, sur tous les temps. Et du coup, donc, il y a vraiment cette grosse partie, comme le disait mon collègue, avec l'équipe de vie scolaire. Et il y a tout aussi le suivi qu'on va pouvoir faire, notamment sur le suivi des absences et aussi toute la formation qu'on va pouvoir donner aux élèves, notamment la formation citoyenne, par exemple. Je rejoins mes collègues, hein, c'est exactement la même chose pour moi. Et en plus de ça, on peut y ajouter voilà, des temps un petit peu plus agréables, ce que moi j'appelle des temps festifs dans mon établissement, où voilà, on va proposer des choses qui permettent aux élèves de nous voir différemment. D'accord. Après, le CPE, dans toutes ses missions, de toute façon, il ne peut pas travailler seul, quoi. On est vraiment au carrefour de toutes les interactions avec, que ce soit les parents, les enseignants, la direction. On est au cœur de tout ça, en fait. D'accord. Ouais, je voudrais préciser aussi que contrairement à ce qu'on peut imaginer, le CPE n'est pas là pour la discipline des élèves, enfin pas plus que les autres du moins, et que on est là évidemment pour essayer de ramener dans le droit chemin les élèves qui auraient des soucis de comportement ou qui sortiraient du cadre ou du règlement intérieur, mais pas plus que les autres, et c'est pas notre rôle que d'être la police de l'établissement. Et vous pensez que vos missions sont identifiées comme des missions purement disciplinaires ? Oui, on le pense à tort, mais peut-être aussi parce que jusque dans les années 80, le CPE n'existait pas, le statut s'appelait surveillant général, et là pour le coup c'était un métier autre qui était tourné sur la discipline justement. C'était ce qu'on demandait à l'époque à nos collègues, donc il y a 40 ans. Et il y a une évolution vers justement le suivi de l'élève, l'accompagnement de l'individu. Et il y a encore beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre un petit peu nos missions aujourd'hui, qui sont un petit peu floues, et puis un petit peu compliquées. Et du coup, on a cet héritage assez lourd sur nos épaules. Je peux me permettre, du coup, moi je vous rejoins, et il faut comprendre que le CPE, c'est pas uniquement celui qui fait respecter le règlement intérieur, c'est aussi celui qui va offrir un cadre sécurisant pour les élèves. Moi je travaille avec 4 éducatrices, c'est extrêmement important, on doit les accompagner pour sécuriser les abords de l'établissement, l'intérieur de l'établissement, voilà, on en a parlé, mais on est aussi là pour les accompagner, et on est aussi là pour les protéger. Parce que voilà, quand il y a des petits conflits, des choses, on doit protéger, encadrer et accompagner les enfants. Et c'est très important de le signifier. Et dans tout ça, la journée type, à quoi est-ce la journée type du CPE ressemble ? Déjà, quand on essaie d'avoir une journée type. Ouais. Je dirais que je sais pas si vous êtes d'accord, je dirais la journée type, c'est celle qui n'est pas celle qu'on avait prévue. C'est-à-dire, on arrive le matin, on a souvent un agenda, on est quand même des personnes qui sont beaucoup en réunion, c'est-à-dire soit avec des parents, soit avec des collègues, soit avec la direction. Donc il y a beaucoup de réunions prévues. Il y a des temps où on doit travailler sur des sujets, et en fait, on se laisse porter, on est obligé d'annuler des choses en cours de journée parce qu'il y a les urgences de l'établissement. Et nous, on est vraiment dans la vie de l'établissement. Donc s'il y a un incident, s'il y a quelque chose, on est obligé d'intervenir, et souvent on ne sait pas le matin ce qu'on va faire, et on ne sait pas en début d'après-midi ce qu'on va faire de l'après-midi. On sait ce qu'on a envie de faire, mais après... Après, ça dépend, je pense aussi beaucoup du contexte de l'établissement. En fait, moi, je pense que chaque bahut a son contexte, et du coup, notre boulot, il sera différent en fonction de là où on bosse. Et par exemple, aujourd'hui, dans le bahut où je bosse actuellement, le contexte actuel fait que au quotidien, on éteint les petits feux. Voilà. Donc, on ne sait pas quel feu va s'allumer quand on arrive le matin, et on ne sait pas comment on va devoir l'éteindre. Voilà. Je vois. Oui, je suis d'accord. Quand on arrive, on ne sait pas ce qui va se passer. Des fois, on prévoit une journée calme, très apaisée, et finalement, je suis d'accord, on gère que de l'urgence. Voilà. C'est ce qui fait le charme et on fait ce qu'il faut faire quand il faut le faire, mais je signifie quand même qu'on est extrêmement disponible. Ouais. Parce qu'on peut passer d'une situation très grave, avec un retour d'élève un peu inquiétant, au petit cadeau de l'élève qui a été très content parce qu'on l'a accompagné la veille, à une demande d'un enseignant. Voilà. Donc il n'y a pas de journée type en réalité. Ok. Vous avez peut-être des anecdotes un peu insolites sur des situations au sein de vos établissements ? Ouais, moi je rejoindrais ce que disait tout à l'heure Elodie sur le côté couteau suisse. Par exemple, moi, il y a quelques jours, j'ai un élève qui est venu me voir, il avait coincé son ballon sur le toit,
et il s'attendait à ce que, je sais pas, je trouve une échelle quelque part et que j'aille chercher le ballon. Et on nous demande des fois des choses comme ça qui sont pas de notre responsabilité, qui sont pas forcément des choses sur lesquelles on a envie d'investir du temps. Et on nous le demande, alors on le fait ou on le fait pas, ça dépend, mais plein de choses. Ouais. Moi, pour revenir sur la disponibilité, ça m'est arrivé il y a pas longtemps de commencer un entretien avec un parent qui est arrivé en avance devant les toilettes. En fait, c'était le premier moment de la journée où j'avais le temps d'aller aux toilettes et le parent ne voulait pas me lâcher. J'avais la porte des toilettes ouverte et on discutait. Voilà. Oui, effectivement, en fait, on doit répondre aux demandes instantanément. Ça peut passer par plein de choses. Madame, il y a un pigeon mort dans la poubelle. Comment on fait? Enfin, on ne sait pas trop s'il est mort. Est-ce que vous pouvez aller l'enlever? Madame, il n'y a plus de papier dans les toilettes. Voilà, ça peut être plein de choses. Il faut être disponible instantanément. Ça peut être parfois un peu... Ça donne envie de sourire. Mais effectivement, on fait au mieux. On va continuer l'émission en abordant les réalités de terrain. Et avant de commencer, on va laisser notre nouvelle invitée se présenter. Oui, bonjour, moi c'est Anaïs. Je suis CPE depuis 5 ans et je viens de l'Académie de Lyon. Merci et bienvenue. Donc si jamais on demandait à une petite souris de se glisser dans votre poche, en quoi serait-elle surprise? Du rythme? Ouais, elle serait épuisée au bout d'une heure, je pense. Je suis d'accord, je pense qu'elle n'arriverait pas à nous suivre. Ouais. Vraiment. Elle saurait pas où mettre de la tête, peut-être. Je pense que ce que les gens n'imaginent pas de l'extérieur, c'est à quel point on est sollicité et à quel point ce qu'on a en tête en permanence, j'ai l'impression, c'est toujours de devoir choisir ce qu'on va faire. Il y a toujours 1000 tâches à faire. Ouais, puis elle serait peut-être surprise aussi par notre investissement, en fait, au final. Parce qu'on commence la journée, on est en forme, et puis on la termine, on est un peu fatigué, quoi. La petite souris, ce serait pareil. Ouais. Oui, je suis tout à fait d'accord. On a un rythme très soutenu et je pense qu'elle serait rapidement épuisée. En tout cas, il faudrait qu'elle s'entraîne un peu plus. Ouais. Une journée ne serait pas suffisant. C'est trop intense. Et les différences entre justement votre rôle théorique et la réalité? Comme on l'a dit tout à l'heure, on a des missions sur le papier, voilà, inscrites, claires, jolies. Et puis dans la réalité, en fait, on est un peu le couteau de Suisse, quoi. On fait un petit peu tout. C'est la différence entre le théorique et le concret, où il y a beaucoup dans le théorique de transmission de valeurs, de choses comme ça. Et puis dans le concret, alors on transmet tout ça, mais on est plus dans l'urgence. On est plus dans l'urgence, quoi. D'accord. Et les réactions des parents qui vous ont le plus interpellé dans le cadre de vos missions? Même si on l'a dit, c'est pas dans nos missions, nous on se retrouve quand même assez régulièrement dans des situations où des élèves ont fait des bêtises, ou voire ont été violents, ou voire ont commis des problèmes. Et on a quand même beaucoup de parents qui vont avoir du mal, et on a aussi des parents qui vont complètement défendre leur enfant. Nous par exemple cette année, on a eu affaire à un avocat dans le cadre d'une procédure disciplinaire. On sort un peu de la relation humaine, de l'éducation, où on essaye d'amener l'enfant vers le mieux, et là on est vraiment dans le procédurier. Moi j'ai moins le côté procès, même si ça m'est arrivé. C'est-à-dire que ma première année, je me souviens où tout de suite, on m'a fait part d'une situation et en fait, dans le couloir, comme ça, paf, et il fallait que je gère tout de suite. Et on m'a envoyé des mails et on m'a appelé, et il y a eu des rendez-vous avec les parents d'élèves représentants. Et donc, j'ai eu ce truc-là au début, mais parce que il y a une relation de confiance qui est à construire et qui est pas innée, quoi, enfin d'emblée, qui est pas installée tout de suite et qui est à construire. Et du coup, moi j'ai ce truc-là plutôt au début. Et puis après ça s'apaise. Après, au contraire, on a plutôt du coup des familles qui s'éloignent un peu plus. Alors moi je vis pas tout à fait les mêmes choses. Effectivement, moi j'ai pas l'aspect procédurier, mais je vais plus avoir l'aspect de la pression, parce que les parents ont tendance parfois à oublier qu'il n'y a pas que leur enfant.
dans l'établissement et ils veulent effectivement tout de suite que le problème soit réglé. Je rejoins ma collègue, il faut que ce soit réglé tout de suite, il faut que ce soit pris en compte. Après, effectivement, alors, j'ai pas l'aspect procédurier, mais si on réagit pas assez rapidement à leur goût, on peut tout de suite avoir la petite phrase qui dit sinon je vais le régler de façon différente, sous-entendu, voilà, peut-être par le biais du commissariat. Voilà, c'est ce qui va plus être étonnant, mais on arrive rapidement quand même à raisonner nos familles. Donc, Pourquoi est-ce que certains parents ont du mal à participer aux rencontres que vous organisez? Pourquoi ils viennent pas? Je pense qu'il y a plusieurs raisons, hein. Déjà, c'est parfois deux mondes qui s'entrechoquent, hein. Il y a voilà, il y a l'école, c'est notre affaire et du coup on nous la laisse. Et les parents s'en mêlent moins. Et puis il y a peut-être aussi de la peur, hein, pour certains, qu'il y en a qui ont peut-être une mauvaise expérience de l'école, donc c'est plus difficile de venir. Et puis moi j'ai l'impression que les parents se sentent des fois à tort, hein. Vraiment on essaie de travailler là-dessus mais remis en cause, comme si on accusait les parents parce que leur enfant a fait une bêtise de pas avoir forcément donné la bonne éducation, alors que pas du tout. Et alors que d'ailleurs c'est aussi un des caractères de l'adolescence, c'est de chercher les limites, de chercher le cadre, d'aller se confronter un peu à l'autorité. Et nous, on dit toujours aux parents, on a beaucoup cette phrase qui ressort, mais moi, vous savez, je l'ai pas éduqué comme ça, ou c'est pas des valeurs que je transmets à la maison. Et nous, on essaie toujours d'être rassurant avec les parents, de dire, mais évidemment, on sait, et on vous juge pas du tout. Par contre, ce dont on a besoin maintenant, et nous, c'est ce qu'on essaye de construire justement pour éviter que les parents, pour réinviter les parents à l'école, de construire cette coéducation et de dire aux parents, mais on sait. Par contre, maintenant, il faut que ensemble, nous, l'école et vous, les parents, on réaffirme ce cadre, on réaffirme cette valeur de respect, de bienveillance, et qu'on soit ensemble, main dans la main, parce que si notre discours il est le même, et ben l'impact éducatif sur votre enfant, il est multiplié. Alors, moi, je dénote un petit peu parce que je ne rencontre pas cette difficulté, hein, des parents qui sont très partenaires, qui sont présents, qui assistent aux rencontres. Alors, essentiellement sur le collège, parce que la particularité, c'est que je suis CPE au collège, au lycée, mais j'ai aussi un pôle supérieur, BTS. Donc, effectivement, on arrive au collège. Voilà, les parents sont présents. Après, au lycée, les parents estiment que leurs enfants sont un peu grands et qu'ils peuvent un peu se débrouiller. Donc, on a quand même l'adhésion de nos familles et la présence pendant nos réunions ou voilà, les journées où on ouvre les portes de notre établissement. Donc, je ne rencontre pas vraiment ce type de difficulté. Alors, est-ce qu'on est sur la différence entre un établissement privé et un établissement public? J'en serais désolée parce que ce soit mes collègues ou moi, on fait exactement le même travail, on propose exactement les mêmes choses, on s'investit exactement de la même façon. Et je pense qu'il serait important que voilà, les familles répondent présentes, d'autant plus voilà, avec ce que disent mes collègues. D'accord. Mais vraiment, moi je pense que c'est vraiment ce truc de... On n'est pas à l'aise en fait. On maîtrise pas assez, on n'est pas à l'aise et on se sent jugé. Il y a ce truc de jugement, alors que jamais on aurait la prétention de juger... l'éducation Enfin voilà, on dit souvent on s'en sort mieux avec les enfants des autres qu'avec nos propres enfants. Donc on n'aurait pas cette prétention-là. Et je pense que ce sentiment de jugement où ils ne sont pas à l'aise, c'est ce qui est le plus... J'aurais tendance à dire que c'est la raison la plus forte. J'en discutais encore avec une famille la semaine dernière qui nous disait, c'est une famille qu'on a beaucoup rencontrée et la maman me disait, mais... vous vous rendez peut-être pas compte à quel point, justement, quand on vient vous rencontrer et qu'on se retrouve dans un bureau avec souvent, par exemple, le professeur principal, la directrice de l'établissement, le CPE, ça peut être impressionnant, ça peut donner un peu l'aspect rouleau compresseur et que c'est un moment qui, même si on sait que c'est pas notre faute à nous parents, mais est très impressionnant et probablement assez désagréable. Et on a ce côté un peu, peut-être, un peu lourd, un peu procédurier, un peu important. Et on peut comprendre que les parents, ce ne soit pas forcément facile pour eux, bien sûr. Et comment se manifestent vos inquiétudes vis-à-vis de vos élèves? L'inquiétude, c'est du quotidien, c'est le matin, le midi, le soir, la nuit, on vit avec, en fait. Et on s'inquiète beaucoup. On s'inquiète de tout. On s'inquiète de savoir si on a bien organisé la journée, si on a bien fait ce qu'il fallait, si on a bien géré telle ou telle problématique, si on a bien répondu à telle ou telle famille sur les inquiétudes. Et en fait, c'est du 24 heures sur 24.
parce que je pense qu'on le partage tous. On arrive avec des inquiétudes et on le partage dans notre cadre familial, personnel, parce que finalement, ce métier fait qu'on ne décroche jamais. D'accord. Aussi de se dire, tel élève, on n'a pas la solution en fait, c'est pas on a un papier avec là il y a tel problème, en face il y a telle solution. Ça serait trop bien, trop simple. Voilà, et en fonction des profils d'élèves, en fonction des situations, en fonction de plein de choses, on va proposer des choses différentes. Et parfois on n'a pas la solution. Et ça nous casse la tête en fait. On se dit mais comment on va faire? Puis on passe par des choses pas toujours simples. Hein. C'est-à-dire que certes, c'est l'école, mais en fait, l'école, c'est le lieu où il y a plein de choses qui se manifestent aussi. Et en fait, on fait face à des signalements, des conseils de discipline. Enfin, je veux dire, faut rentrer avec le soir. Moi, quand j'ai des élèves qui sont exclus, alors que je les suis depuis 4 ans, bah, je le vis comme un échec, en fait. Je suis dégoûtée. J'ai pleuré, moi, l'année dernière. J'ai une élève qui s'est fait exclure. J'ai pleuré, en fait. Ouais. Il y a souvent cette question un petit peu du rôle qu'on peut jouer dans le sens est-ce qu'on est 100% nous-mêmes quand on vient au travail ou est-ce qu'on joue un peu un théâtre ou quoi et moi je pense que on est dans un métier où notre impact c'est la vie des enfants, la vie des adolescents et ils sont pas là pour faire semblant, ils sont pas là pour être dans le théâtre et moi je pense que ce qu'on leur doit c'est d'être entier, d'y aller avec le cœur parce que c'est aussi comme ça qu'on avance en cherchant en se donnant vraiment du mal et je pense que c'est important, du coup, d'y aller à fond et d'y aller avec qui nous sommes et de faire le mieux possible pour nos petits. On va aborder la 3e et dernière partie de notre émission avec comme thématique la confiance. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce que vous évaluez le niveau de confiance qu'ont les parents envers vous? Difficile cette question. Ouais. Ça dépend de tellement de choses en fait. Ça dépend de depuis combien de temps tu es dans l'établissement, de qu'est-ce que tu as réussi à construire avec les parents, de aussi toi en fait comment tu peux te sentir aussi dans l'établissement parce que si tu te sens pas bien dans un bahut, c'est difficile en fait de faire ton boulot et du coup de répondre aux attentes des parents ou même des collègues. Et puis aussi du contexte en fait en lui-même de l'établissement. Si on a des parents qui connaissent en fait le système éducatif, ça va être plus ou moins difficile de bosser avec eux. Ceux qui connaissent pas, qui sont très éloignés par la barrière de la langue ou qui, voilà, pour d'autres raisons, ça dépend de beaucoup de choses en fait. Moi, je pense que globalement, ils nous font confiance. Mais c'est du taf. C'est du taf, ça se construit quoi. Ça se construit et ça prend du temps. Et c'est un temps qui est précieux en fait. Il faut le prendre, et il faut s'y atteler et il faut l'avoir. Parce que sinon on ne pourra pas faire correctement notre travail. Mais ouais, c'est pas si naturel quoi. Donc je ne sais pas si Lydie dira la même chose. Parce que visiblement, elle a peut-être plus de confiance que nous encore, mais ouais, ça se construit. Alors, oui, je rejoins mes collègues, ça se construit. Je n'ai pas ce sentiment d'avoir une problématique en termes de confiance. Je pense que les parents nous font confiance, et je dis nous parce que dans mon établissement, on est aussi une équipe. Hein. Je ne travaille pas toute seule, j'ai mes éducateurs, mais j'ai aussi mes enseignants. Enfin voilà, ils nous font confiance. Maintenant, parfois, on peut être confronté aussi à cette différence d'attitude de l'enfant. La problématique, elle est aussi sur le fait que les enfants, parfois, n'ont pas la même attitude ou la même posture dans le cadre familial et à l'école. Donc, c'est compliqué pour les parents, parfois, d'entendre ce que nous, on rapporte et de ce qui se passe vraiment, de ce que nous, on observe. Donc, on peut avoir ce sentiment que les parents n'ont pas confiance, mais comme le dit Anaïs, à force d'explications, d'accompagnement et aussi de bienveillance, parce qu'on est très encadrant, on prend du temps, on explique beaucoup, on s'accompagne aussi de l'élève, parce qu'on a besoin aussi parfois de confronter notre parole à la parole de l'enfant en présence des familles, et c'est ce qui est nécessaire pour que les choses s'apaisent. Donc oui, la confiance. Moi, je pars du principe que je l'ai eu tout de suite quand je suis arrivée au protectorat, mais qu'en fait, elle se maintient
elle se maintient. De mon côté, il y a quand même un travail d'écoute, d'attention, d'accompagnement et encore une fois de disponibilité tout le temps, de l'arrivée au départ. Mais tu vois, je rebondis, c'est rigolo ce que tu dis, parce que ça m'a fait penser tout de suite à une situation précise où, quand tu dis on a besoin de l'élève, en fait, moi j'ai une situation où j'avais justement ce différend il y a 4 ans avec les parents qui attendaient de moi que je réagisse tout de suite, etc. Et voilà. Et en fait, donc la maman était un peu en conflit avec moi, on va dire, et c'est son enfant qui lui a dit « Mais non, mais maman, madame, elle est gentille avec moi. » Et en fait, ça a apaisé la maman. Et du coup, parce que ça marche ensemble, si on a aussi la confiance des familles, elle passe aussi par la confiance qu'on a avec les élèves. Et si on arrive à construire ça, bah, ça marche, parce que les parents sont sensibles aussi à ce que ressentent leurs enfants vis-à-vis de nous et à la relation qu'on peut avoir avec. Et quand ils voient que finalement, on n'est pas contre leurs enfants, c'est ça en fait, il y a ce truc de contre, et on n'est pas contre. Au contraire. Justement, vous arrivez à identifier vos limites en tant que CPE qui impacteraient le lien que vous avez, enfin que les parents ont avec vous? À quel moment on sort de nos missions? Pareil, il y a 3 ans, j'ai une famille qui est arrivée dans mon bureau, écharpe sur les épaules, etc. La maman, les 2 filles, elles dormaient dehors. Et elles viennent me voir. Donc là, on est sur une situation d'urgence. Et en fait, moi, je me suis retrouvée moi, mon cœur, il me dit prends-les chez toi. Franchement, prends-les chez toi. Toi, t'as une maison, t'as du chaud. C'est pas grave si c'est camping à la maison, prends-les chez toi. Je peux pas faire ça. Et en fait, j'ai fait un peu, c'est-à-dire que cette jeune fille-là, elle venait prendre le petit déjeuner tous les matins dans mon bureau. J'achetais à manger et elle venait. Mais même là, je sors de mon cadre. Mais en même temps, il y a le cœur et il y a le cadre, j'ai envie de te dire. Donc le cadre, il nous empêche parfois et à juste titre, parce que ça nous protège aussi. Le cadre, il nous protège aussi. Mais après, c'est à partir du moment où tu bosses avec de l'humain, tu te confrontes en fait à des situations où, au bout d'un moment, en fait, c'est plus le professionnel qui parle, c'est le perso. Et en fait, quand tu dois aider les gens, tu les aides, quoi. Que tu sois dans le cadre du boulot ou pas, quoi. Je suis tout à fait d'accord. C'est un investissement personnel, physique aussi, parce qu'on donne tout. En fait, on donne tout de nous, parce qu'on travaille effectivement avec de l'humain et on travaille avec des enfants. Et ce qu'il faut comprendre, et c'est ce que je dis souvent à mes familles et aux enfants surtout, c'est que je travaille pour les enfants, mais avec les familles. C'est-à-dire qu'on travaille ensemble. Moi, je m'investis pleinement pour les enfants. Je me lève le matin, c'est pour les enfants. Effectivement, la limite, elle est très fragile. Et puis, je pense aussi à la question de l'identification. Enfin, les familles, selon les contextes dans lesquels on est, vont pas forcément pouvoir réussir à s'identifier à nous. Comme on disait en première partie, on vient tous d'académies différentes. On a tous plus ou moins atterri dans l'académie de Créteil dans le 93. Et du coup, c'est pas forcément des contextes de vie qu'on peut connaître, qu'on a pu déjà rencontrer dans nos académies d'origine. Et du coup, en fait, à quel moment on est légitime de dire, là, en fait, il se passe ça, ça, ça. Oui, mais vous savez pas ce que je vis moi à la maison, en fait. Vous savez pas ce que c'est que de vivre dans un quartier. Donc, ouais, comment on fait, en fait? Et justement, quel moyen vous mettez en œuvre justement pour travailler le lien de confiance avec vos familles? Alors moi, de mon côté, avec l'accord de mon chef d'établissement, bien évidemment, on ouvre les portes de l'établissement, on fait des temps festifs, parce que c'est important aussi de partager des temps différents avec les enfants, et on ouvre les portes aux parents. Alors pas plus tard qu'hier, on a fêté avec un jour d'avance la Chandeleur, où les familles sont entrées dans notre établissement, ont préparé des crêpes, elles les ont distribuées, voilà, du collège au BTS, et on a pris un temps aussi parce que cette année, avec mon adjointe, on a monté une chorale sur un temps en plus, voilà, du temps scolaire, et les enfants ont fait le plaisir aux parents de chanter les 2 premières chansons qu'on a apprises, donc voilà, c'est très agréable et ça montre que on n'a rien à cacher, qu'on est juste nous-mêmes sur un temps festif. De toute façon, on ne peut pas cacher parce que c'est de l'instantané et il n'y a rien de calculé et c'est très agréable. Nous,
on suit nos cohortes. C'est-à-dire que moi, là, je suis CPED 3e, mais je les suis depuis qu'ils sont en 6e. D'accord. Et donc, du coup, sur 4 ans, on crée du lien, et on crée du lien avec les familles, et ça permet d'avoir un vrai suivi. Et du coup, nous, on a fait le choix de suivre nos cohortes pour essayer d'avoir au moins une personne référente, rassurante, qui suit. Et puis, quand on a des situations aussi compliquées, ça évite aux familles de devoir tout réexpliquer, de devoir, voilà, on sait, on connaît, on suit, et on accompagne jusqu'au bout, du coup. Et ça participe à la relation de confiance, quoi. Oui, après, on fait aussi des temps festifs où, malgré tout, il y a quand même quelques parents qui viennent. On a aussi une collègue enseignante qui est référente, du coup, de la liaison avec les familles. Donc, qui fait vraiment, elle, le lien avec les représentants des parents d'élèves, qui ensuite, les représentants, vont faire le lien avec l'ensemble des familles. Donc, voilà, on met en place des petites choses pour réussir et puis à après, créer tu du vois, lien. plus personnellement, enfin, moi, par exemple, je sais que, alors chacun se fixe ses propres limites, hein, encore une fois, mais moi, je sais que, par exemple, ça m'arrive assez souvent maintenant, il y a beaucoup de familles qui ont mon numéro de téléphone portable personnel. Pourquoi ? Parce que soit les enfants, en fait, ont bloqué le numéro du collège, hein, on connaît la technique, donc en fait, ils sont difficilement joignables. Et puis même, il y a des parents qui répondent plus au numéro du collège parce que sans savoir qui les appelle, c'est effrayant. Parce qu'on ne sait pas pourquoi on les appelle, qui les appelle et ce qu'on va leur dire. Quand c'est moi, ils savent et du coup, ils répondent plus facilement, ou en tout cas, ils me rappellent. Et puis, il y a des familles aussi avec qui ça permet de faire tomber certaines barrières. Par exemple, la barrière de la langue, du passage à l'écrit, etc. J'ai des familles qui peuvent me faire des vocaux pour me dire des choses, ou qui m'appellent, qui me disent: est-ce que mon fils, il est en cours? Il m'a dit qu'il n'avait pas cours. Est-ce qu'il a cours? Est-ce que vous pouvez me... Enfin voilà, donc c'est de l'instantané. Alors après, encore une fois, c'est la limite de chacun. Moi, ça me permet en tout cas de créer cette confiance-là, et franchement, je suis pas embêtée, quoi. J'ai pas des parents qui m'appellent... Moi, ce que je fais régulièrement, et vraiment, j'essaie vraiment de m'y tenir, c'est souvent on appelle les parents quand ça va pas. Et là, je fais tout pour prendre le temps de le faire et de dire, là, en fait, ça va. On a réussi et ça fonctionne. Encore la semaine dernière, j'ai une gamine, pareil, j'avais mis en régime complet parce que ça allait pas du tout. Donc, elle faisait 8h, 17h tous les jours, elle était avec moi. Et en fait, ça roule, quoi, maintenant. Donc, j'ai appelé le papa en disant, en fait, c'est super, quoi. Et du coup, ça permet aussi de dire, en fait, ils sont pas juste là pour dire, en fait, mon gamin, il fait n'importe quoi. Et ça rassure aussi les parents. Et je pense que c'est important de leur montrer, oui, là, ça allait pas, et on a remarqué que maintenant, ça allait, donc on continue de faire attention à votre enfant, en fait. L'émission touche à sa fin, donc merci pour ces échanges qui ont été très intéressants. Je tiens à remercier nos participants, Élodie, Anaïs, Martin, Lydie. Et merci aux partenaires du dispositif ACT et aux financeurs du dispositif qui ont permis la réalisation de cette vidéo. Et Jean-Marc pour la réalisation de la vidéo. Merci. Avant de vous quitter, nous avions un dernier message à vous faire passer. Nous travaillons pour vos enfants et avec vous.